BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a sans doute de nombreuses résidences, mais son avenir est ici dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous, c'est votre rendez-vous du vendredi, les pros des cryptos avec nos NFT, rien qu'à nous, ce sont nos talents non fongibles. Ils sont là, en plateau, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Bienvenue, Senior Manager Crypto Web3 pour KPMG Finance. Owen Simonin aussi nous accompagne, sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi aussi de vous retrouver Owen, vous êtes à la tête de Meria. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actus de la semaine et elles sont riches, les actualités une nouvelle fois, en général, mais aussi dans l'écosystème crypto. D'abord, le potentiel justement technique sur le Bitcoin et l'Ether. Xavier Fenot nous accompagne. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé chez Interactive Trading. Alors c'est compliqué aujourd'hui sur ce que le marché crypto aime bien qualifier de marché traditionnel, sur les bourses, notamment ici en Europe avec la dissolution, l'instabilité politique. On voit que l'euro recule pas mal d'ailleurs aujourd'hui face au dollar. Comment les cryptos se comportent-elles et au premier chef, au premier rang, le Bitcoin aujourd'hui? Quelle évolution et quel potentiel, Xavier? C'est vrai que sur le marché des crypto-monnaies aussi, le marché respire, on va dire, un peu plus profondément depuis quelques jours, mais franchement, il n'y a rien d'inquiétant pour le moment. Alors c'est vrai qu'on n'est pas aidé, vous l'avez dit, avec le contexte politique, mais aussi par les banques centrales qui sont dans le brouillard, à commencer par la Banque centrale européenne la semaine dernière, qui certes a baissé ses taux, mais n'a donné aucune ligne directrice pour la suite. Et la Fed, mercredi soir, qui a été très prudente sur une prochaine baisse des taux, malgré d'ailleurs un chiffre d'inflation ce mois-ci un peu meilleur qu'attendu, mais pas suffisant, puisqu'on reste au-delà des 3% d'inflation aux États-Unis, et surtout aucune raison de se précipiter, puisque les données sur l'emploi restent encore très bonnes. Donc, vous l'avez dit, toutes les classes d'actifs risqués plafonnent, marché traditionnel des crypto-monnaies, ce qui renforce finalement d'autant plus la pertinence de ce gros rang de Bitcoin qu'on a depuis plus de 3 mois, entre 73 000 et 60 000 dollars. Aujourd'hui, on est toujours au-dessus de 65 000 dollars. C'est un petit niveau intermédiaire qu'on avait réussi à passer il y a un mois. Donc, tant qu'on reste là au-dessus, tout va bien. Il faut simplement s'armer de patience. Tant qu'on reste entre 65 000 et 73 000 dollars, avec un biais toujours positif, tant qu'on reste au-dessus des 60 000 dollars à court terme et au-dessus des 50 000 dollars à moyen terme. Attention donc dans cette période plus calme à ne pas se prendre les portes de saloon, faire la girouette, à ne pas augmenter son exposition sans raison pour essayer d'attraper tous les micro-mouvements qu'on peut avoir sur Bitcoin, sachant qu'on est dans la même situation finalement sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies depuis plusieurs semaines maintenant. Alors effectivement, il y a le Bitcoin aujourd'hui un peu plus de 67 000 dollars en ce vendredi après-midi. Et puis l'Ether, quand on regarde un petit peu les commentaires dans la communauté, on sent une forme de frustration autour de l'Ether. Il est actuellement à 3 500 dollars. Cette frustration, vous la comprenez d'un point de vue technique? Comment vous voyez le potentiel à venir sur l'Ether face au Bitcoin? C'est vrai qu'il a perdu de la force face au Bitcoin depuis un mois. Il en avait gagné juste avant l'approbation l'ETH Spot. Il perd 10% depuis le début du mois de juin, mais ça reste quand même positif au-dessus des 3 300 dollars. C'est ce qu'on appelle en fait un niveau de convergence de plusieurs éléments techniques, que ce soit précédente résistance, moyenne mobile ou niveau de retracement. Donc, tant que les 3 300 dollars sont préservés à court terme, je continue plutôt à acheter les replis, à alléger sur rebond et recommencer. Et tant qu'on n'enfonce pas les 2 800 dollars, pas d'alerte majeure. En fait, globalement, le marché respire, il prend son temps, tout va bien. Même si c'est vrai que ça coince depuis 3 mois. Je rappelle que l'Ether, depuis le 1er janvier, plus 50% de performance. Et pour Bitcoin, c'est plus 60% de performance depuis le 1er janvier. Merci beaucoup Xavier Fenot en direct avec nous, associé chez Interactive Trading. Alors les news de la semaine, elles sont assez nombreuses. On va revenir sur les législatives. Est-ce que la dissolution annoncée il y a quelques jours fait courir un risque sur la fiscalité de vos portefeuilles crypto? On va poser la question à nos experts. Le RN et le Front Populaire sont à ce stade en tête des tout premiers sondages, mais la répartition des sièges pour ces élections reste totalement incertaine. Donc zoom dans un instant sur la vision du Rassemblement national et de la gauche sur la fiscalité, et notamment la fiscalité des cryptos. On parlera de Bitcoin et d'Ethereum que la première banque chinoise qualifie de l'or numérique et du pétrole numérique pour ce qui concerne l'Ethereum. C'est la banque ICBC, première banque de Chine, donc on challengera les idées d'ICBC, au contraire on ira dans le sens, bref on essaiera d'interpréter. Et puis le stacking commence-t-il à séduire les institutionnels? Franklin Templeton envisage de créer un fonds crypto d'un nouveau genre qui offrirait aux investisseurs institutionnels la possibilité de faire à leur tour du stacking. On mesurera l'appétit pour le stacking au-delà des spéculateurs ou des particuliers. C'est votre machine, pas votre machin, c'est votre machine, grosse machine à refaire l'actu de la semaine. C'est chaque vendredi les pros des cryptos. Bienvenue à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc nos deux NFT aujourd'hui, Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas. Bonjour Guillaume. Welcome, ravi de vous retrouver. Owen depuis sa Moselle chérie, depuis sa belle ville de Metz. Bonjour Owen.
Bonjour. Ravi aussi de vous retrouver. Tiens, alors avant de rentrer dans le détail des législatives, là, du possible impact sur la fiscalité des cryptos, c'est une question qui pourrait se poser. On peut peut-être proposer à ceux qui nous suivent chaque semaine un panorama un peu plus global et surtout, Owen, avec un peu plus de hauteur et de distance sur, 5 jours après le résultat des européennes à l'échelle de l'Europe. C'était des élections d'abord européennes. Et il se trouve que le PPE, le Parti populaire européen, le parti traditionnel de droite, s'en est trouvé conforté. Quel impact, en tout cas, imaginez-vous du résultat de ces européennes pour l'avenir de l'écosystème crypto? C'est très difficile de prendre une position précise face à cette question, dans la simple raison que la crypto-monnaie n'est pas vraiment une question à l'ordre du jour au niveau de l'Europe. C'est une réalité. Malgré tout, on peut essayer de tirer certaines interprétations. On sait que le Parti vert a perdu certains sièges, en passant de 70 à peu près 50, et qu'ils étaient plutôt défavorables vis-à-vis du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies. On sait que le PPE a renforcé sa position et que c'est eux, en grande partie, qui faisaient déjà partie de la régulation MiCA. Et on peut également constater que les députés européens qui s'étaient particulièrement saisis des sujets crypto, mais également de la régulation MiCA, ont été réélus. Certains vont donc dire que globalement, ça va pousser vers un cadre, on va continuer en fait à réguler tout simplement l'écosystème au niveau cette fois-ci européen. D'autres disent que ça va pousser un petit peu la compétitivité et que ça peut aller dans le sens des crypto-monnaies. Mais pour être totalement franc, Guillaume, et vu que la crypto-monnaie n'est pas vraiment la question à l'ordre du jour au niveau de l'Europe, il est dur de dire avec certitude la direction que ça va prendre et s'il y a réellement eu un changement suite à ces élections européennes. Effectivement, cette question on pourra la poser vis-à-vis des États-Unis, notamment dans quelques semaines à l'occasion de la campagne, parce qu'on voit que là, les cryptos sont davantage inscrites dans les débats. Alors, il y a eu les élections européennes, et puis à venir ici en France, oui, les élections législatives qui ont donc été annoncées, cette dissolution de l'Assemblée nationale, c'est aussi l'objet de la question crypto qui claque cette semaine. Puisque chaque semaine, on vous pose cette question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Crypto, vous pouvez chacun d'entre vous vous y abonner. Et vous entendez cette musique qui monte, qu'on peut encore faire monter parce que c'est l'angoisse là sur le plateau. C'est une question qui peut se poser. Voilà, question qui peut se poser à vous, investisseurs. À quelques semaines donc de ces nouvelles législatives, la fiscalité actuelle des cryptos pourrait-elle être menacée par le résultat à venir des législatives que personne n'avait vu venir? Oui ou non? La fiscalité des cryptos est-elle menacée? Je vous laisse, Owen, Stanislas, un instant de réflexion avant de nous faire part de votre opinion et de vos points de vue. Stanislas? Oui. Pensez que la fiscalité crypto peut être menacée. Owen, même point de vue ou pas? Alors, je pense. Oui, vous pensez? Ouais. Vous êtes donc méfiants l'un et l'autre à l'approche de ces législatives, effectivement. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis d'ailleurs aussi tranché que nos experts sur la question. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux BFM Crypto, à commenter. Dans un instant, on vous fera part des résultats, parce qu'ils ont été nombreux, nos auditeurs et téléspectateurs, à voter depuis ce matin. Mais l'un et l'autre, vous avez répondu, Stanislas, Owen, oui, il y a peut-être un risque sur la fiscalité des cryptos avec cette dissolution. Stanislas, pourquoi cette inquiétude aujourd'hui ? Tout d'abord, pour répondre, il faut être éditorialiste politique et ou avocat fiscaliste. Ça tombe bien, je ne suis pas les deux. Mais on peut avoir un avis quand même. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ces élections législatives et cette aventure politique qui n'était pas prévue, c'est d'analyser le rapport des différents partis qui aujourd'hui sont en coalition à ces sujets-là. D'abord, l'appréciation de la crypto et ensuite, on va dire, les enjeux fiscaux. Quand on regarde du côté du Rassemblement national, il y a une position en 2016 qui était très anti-crypto par Marine Le Pen, position qui s'est adoucie depuis. En 2022, lors du programme pour la présidentielle, c'était assez neutre, avec une disposition assez étrange qui était un régime fiscal allégé pour des cryptoactifs qui avaient un projet d'intérêt général derrière, sans aucune précision. Ce qui est assez étonnant, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est la position du RN sur l'enjeu fiscal, qui est le prélèvement forfaitaire unique. Vous savez, on parle souvent de la flat tax. Les produits financiers et la crypto sont soumis à ce régime-là. Et la position de Marine Le Pen et du Rassemblement national est de maintenir la flat tax jusqu'à un certain plafond et ensuite de considérer le taux d'imposition sur le revenu. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment soutenir la flat tax. Ouais. Donc il y a clairement un enjeu et un impact sur les détenteurs, sur les investisseurs et détenteurs de cryptoactifs. C'est à peu près le même son de cloche du côté du Front populaire, avec quand même beaucoup de nuances quand on analyse par parti. Le PS avec Anne Hidalgo en 2022, qui était plutôt une tonalité neutre, jusqu'à LFI, qui a pris beaucoup de positions anti-crypto. Et le Front populaire, dans les mesures qui ont été annoncées, semble mettre en avant la fin du prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la fiscalisation à haut taux marginal que paye tout à chacun.
Je rejoins Owen sur le fait que pour les élections européennes, c'était pas un sujet de campagne, la crypto, c'est encore un sujet mineur. C'est aussi vrai en France. Les partis, les différents rassemblements, coalitions ne vont pas traiter de la crypto, mais en regardant un peu leur position antérieure, on peut tirer quand même quelques conclusions qui ne sont pas forcément positives. Effectivement, puis les uns les autres se sont déjà exprimés sur ce qu'on appelle les valeurs mobilières. Voilà, j'investis en bourse, voilà, quelle sera la fiscalité, etc. Et on peut imaginer que les cryptos soient inclus dans leur esprit, dans ces valeurs mobilières. Exactement. Et l'idée des uns des autres est plutôt de faire sauter cette flat tax. Voilà, c'est plutôt... Bon, Owen, est-ce que vous nous disiez là rapidement, oui, effectivement, cette dissolution, ces législatives, elles pourraient faire courir un risque sur la fiscalité des cryptos. Comment est-ce que vous abordez cette question? Parce que vous avez aussi des clients en plus chez Meria. Comment est-ce que vous abordez ça? On est dans une phase d'instabilité, pas évident, personne n'a de visibilité. Mais vous, voilà, à titre perso, comment est-ce que vous vous préparez? Vous avez tout compris en fait. Comme c'est flou et que ce n'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour, on joue le temps. Je pars du fait que même s'il faut un cadre, même s'il faut une régulation, même s'il faut évidemment des lois, une certaine fiscalité, l'innovation est tellement forte et tellement rapide dans le monde des crypto-monnaies qu'on doit jouer contre le temps. Quand il y a un flou et qu'il y a 2, 3, 4 ans avant que le régulateur se positionne, quand il y a une loi et qu'elle va mettre 2, 3, 4 ans à évoluer, pour moi, ces 2, 3, 4 ans sont également nécessaires pour la compétitivité, pour l'innovation. Et donc, naturellement, quand une position était claire, elle était établie et elle permettait de se positionner et qu'on vient remettre en cause quelque chose, comme par exemple ces fameuses élections, naturellement, ça peut apporter du danger car ça peut remettre en cause un certain cadre qui, jusqu'à présent, permettait aux entrepreneurs de se positionner et d'entreprendre. Le plus important pour moi, ce n'est pas forcément d'avoir une certaine fiscalité dans un sens ou dans l'autre, mais c'est que ce soit clair, que ce soit proprement défini. Et dès qu'on remet en cause ces fameuses règles, dès qu'on recrée de l'incertitude, ça fait peur aux entrepreneurs et ils peuvent faire un pas en arrière. C'est plutôt pour ça que je suis, entre guillemets, inquiet. Pas forcément pour la direction que ça peut prendre, mais pour le fait qu'on va repasser par un espèce d'appel d'air et qu'on va avoir des doutes pendant un moment. Il y a un célèbre auteur, c'est Sylvain Tesson, qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans l'écosystème crypto, sur la fiscalité? On lit souvent encore dans l'écosystème, malgré la flat tax, « Ah, quand même, en France, la fiscalité, elle est lourde et tout ». Est-ce que la fiscalité crypto est un paradis peuplé de contribuables qui se croient en enfer, Stanislas? Probablement, mais on a aussi la chance de vivre dans un beau pays avec de belles infrastructures, l'éducation, etc. Mais il n'y a pas de fatalité non plus. C'est-à-dire que ces coalitions, le délai court pour faire la campagne, on ne doit pas tomber justement dans cette peur. Et derrière, il y a tout le rôle de l'industrie. Toutes les industries sont touchées. L'industrie crypto est une industrie naissante. Mais derrière, il faut aller faire de la pédagogie, convaincre et montrer que toute décision politique peut avoir des implications qui sont néfastes sur retenir des talents français, faire fuir des entrepreneurs. Donc, il ne faut pas avoir peur et se dire que tout est mort. Au contraire, et l'ADAN y prendra toute sa part de discuter avec toutes les forces politiques pour faire avancer le sujet. Ils ont un gros boulot, effectivement. Bon, la fiscalité actuelle des cryptos en France peut-elle être menacée par le résultat à venir des législatives? C'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Voici vos réponses. On va les afficher tout de suite, vos réponses. Vous êtes une majorité à 64% à estimer que oui, la fiscalité actuelle est peut-être menacée par le résultat à venir. 64%, 36% d'entre vous avez voté non. N'hésitez pas à nous apporter aussi vos arguments en commentaire. On pourra rebondir dessus, bien sûr, dans la suite de l'émission. Alors, cette actualité, elle n'est pas évidemment que conditionnée par le résultat législatif. Et à l'échelle mondiale, la France est un tout petit confetti. On va parler donc de l'actualité aussi au-delà de la France. Et par exemple, à nouveau, des ETF Ethereum. Valider les ETF. Sauf qu'ils ne sont toujours pas lancés, Owen, parce que la SEC traîne. Elle traîne à apporter de dernières réponses. Quand peut-on s'attendre à l'arrivée des ETF Ethereum sur le marché? Il y a de ça quelques jours, je n'aurais pas été capable de répondre, mais Gary Gensler, le chairman de la SEC, a répondu lors d'une audition avec les différents sénateurs américains et a précisé que ça devrait arriver dans l'été. C'est relativement large. Est-ce qu'on parle de 2, 4, 8 semaines? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça devrait arriver du coup pendant cette période estivale. Il en a évidemment profité pour réitérer le fait qu'il avait du mal à se positionner vis-à-vis de l'Ether. Est-ce que c'est une securities ou une commodities? Il n'a pas été capable. Il a fait son fameux jeu du ni oui ni non. Il a répondu en disant que c'était compliqué de se positionner, mais que selon lui, pour l'instant, le régulateur des commodities, la CFTC, n'était pas encore capable de réguler le marché des crypto-monnaies si la plupart de ses actifs tomber sous son contrôle. Encore une fois, ce n'est pas une réponse qui est très claire. On sait que les ETF Ether au comptant ont été acceptés. C'était le premier formulaire qui devait être validé. Maintenant, il y a un deuxième formulaire qui nécessite encore des ajustements, des discussions avec les différents émetteurs. Et c'est celui-là qui permettra enfin de mettre ce produit sur le marché et peut-être nous permettra de constater une pression acheteuse sur l'Ether, vu le succès que l'ETF Bitcoin a déjà
a déjà été. Alors on parle ici chaque semaine et chaque jour avec Amaury dans le club BFM Crypto du lundi au jeudi d'Ether, de Bitcoin, et certains se demandent encore de quoi s'agit-il réellement? Qui suis-je? Cette question shakespearienne, elle pourrait être la devise de l'écosystème crypto. Qui suis-je? À quoi est-ce que je sers? Où vais-je? Eh bien la Chine a une réponse pour vous si vous vous posez encore cette question à propos du Bitcoin. Par exemple, pour la banque ICBC, la plus grande banque chinoise, eh bien Bitcoin est bel et bien l'or numérique. Et la Chine a aussi une réponse pour vous quant à l'Ethereum. L'Ethereum, lui, serait le pétrole numérique d'après cette banque ICBC. Vous achetez complètement le truc là, Bitcoin, l'or numérique et l'Ethereum qui aurait lui le statut d'une forme de pétrole numérique, Owen? Est-ce que je l'achète totalement? Non, parce qu'on peut évidemment trouver dans la granularité de ce que c'est des petites nuances, mais je comprends le parallèle et surtout l'objectif de ces institutions financières, c'est de passer un message, de donner quelques valeurs. On parle de Bitcoin comme de l'or numérique parce qu'il embarque avec lui beaucoup de valeurs de protection, beaucoup de, ne serait-ce que sa supply qui est limitée en fait. On peut le comparer à l'or à travers ce spectre, mais en résolvant certaines limites que peut avoir l'or, comme par exemple la portabilité, la capacité à authentifier un vrai Bitcoin par rapport à du vrai or, etc., etc. Donc beaucoup d'avantages qui vont être apportés au Bitcoin et évidemment un parallèle qui est déjà très bien connu, qui est le Bitcoin n'est autre que l'or numérique. En tout cas, c'est un discours qu'on retrouve très souvent. L'Ether, en tout cas la blockchain Ethereum, c'est encore un petit peu différent car on va le prendre plus par un spectre d'usage, un spectre de programmabilité. Alors la banque ICBC profite quand même et précise qu'il y a certaines limites en termes de scalabilité, en termes de durabilité, puisqu'il y a beaucoup de choses notamment qui pourraient entre guillemets apporter des problèmes au réseau Ether sur du très long terme, mais c'est encore une fois une comparaison qui parle à beaucoup d'entrepreneurs et surtout, je me dis, beaucoup d'investisseurs de la finance traditionnelle qui ne connaissent peut-être pas du tout les crypto-monnaies et qui, à travers ce discours, vont s'intéresser un petit peu plus à ces deux crypto-monnaies qui sont les deux rois du marché. Effectivement, back to basics, voilà. Et d'abord apprendre à définir ce dont on parle, le Bitcoin, l'Ethereum, et puis essayer d'anticiper ce vers quoi cet écosystème est en train de se diriger. Pour ça, il est toujours intéressant de regarder les choix d'investissement des stars de l'écosystème crypto. Leurs choix d'investissement permettent de lire leur pari dans l'avenir de cet écosystème. Et l'acteur des stablecoins, le géant des stablecoins Tether, a annoncé un investissement de quoi? Plus d'1 milliard de dollars. Bon, 1 milliard, c'est pas rien. La question qu'on peut se poser, qui est intéressante, surtout pour anticiper ce que sera l'avenir de cet écosystème, c'est dans quoi choisissent-ils d'investir? Stanislas. Tout d'abord, quand on replace dans le contexte, Tether, qui émet le stablecoin, ils ont en collatéral de ce stablecoin des T-bills, c'est-à-dire des bons du trésor américain qui proposaient un rendement de 4 à 5%, ce qui fait qu'ils ont quasiment 5 milliards de dividendes. Et donc sur ces 5 milliards, ils décident d'en investir 1. Donc il faut replacer, évidemment, 1 milliard, c'est énorme. Et eux, leur mantra et leur politique d'investissement, c'est d'investir sur l'infrastructure, l'IA et les biotechnologies, avec cet emballage de dire on investit dans tout ce qui peut désintermédier pour créer une forme de cohérence avec derrière leur fonds de commerce qui est l'émission d'un stablecoin. Oui. Donc il y a une diversification à mes yeux, d'excès de cash, quoi. Ah oui, c'est tout simplement ça. Excès de cash, il faut bien investir et puis diversifier un petit peu, ne pas investir que dans l'IA, même si bien sûr c'est très porteur. Alors il y a aussi, vous le disiez, donc les biotechnologies, c'est ça? Exactement. Et l'IA et infrastructures. Et les infrastructures, ouais. Et le stacking ou pas? Enfin, est-ce que vous sentez, parce qu'il y a des initiatives, on va en parler dans un instant, mais est-ce que vous sentez l'un et l'autre que le stacking, par exemple, qui prend déjà auprès des particuliers, est en train de prendre, par exemple, de plus en plus aussi auprès des institutionnels? Est-ce qu'il y a un potentiel nouveau Owen là sur le stacking qui est en train de se bâtir? Deux grosses tendances, notamment dans la position que prend Tether aujourd'hui, c'est qu'en plus, comme l'a dit Stanislas, de sa position sur l'IA et la biotech, qui sont des segments qui ont de l'avenir, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de liquidités qui sont apportées à ces différents domaines. Ils ont également, eux, pris le choix de créer une plateforme. Ils n'ont pas précisé quand est-ce qu'elle serait disponible et ils aimeraient qu'un jour, les entreprises puissent venir émettre des actions et des obligations sous forme de crypto. Actifs numériques, peu importe. En tout cas, ils veulent proposer une plateforme qui s'adresserait aux plus grandes institutions, entreprises, mais également peut-être même aux banques centrales, puisqu'ils parlent de créer un outil qui permettrait d'émettre des monnaies numériques de banques centrales. Et donc, on voit que tout cet aspect tokenisation intéresse énormément et
comme BlackRock l'avait déjà dit, ce sera une solution qui, à l'avenir, trouvera sa demande et naturellement sera de plus en plus utilisée. De l'autre côté, on voit le stacking, c'est le fait que comme il y a de plus en plus d'actifs numériques dans le monde, que ce soit des actifs numériques sur des blockchains décentralisées ou des actifs qui sont tout simplement des images miroirs d'actifs réels, comme des actions en bourse ou par exemple des métaux précieux, peu importe, il va y avoir un besoin de travailler ces actifs numériques, c'est-à-dire de pouvoir optimiser ce qu'on appelle le capital efficiency et de naturellement essayer de générer des intérêts, d'optimiser ces fameux actifs numériques, de pouvoir les prêter, de pouvoir les emprunter ou encore de pouvoir les faire valoir comme caution, comme collatéral afin de réaliser d'autres opérations financières. Donc c'est pas étonnant que dans cette direction, on voit de plus en plus de géants et notamment le fonds d'investissement Franklin Templeton qui n'est pas l'un des plus gros mais qui est l'un des 11 ETF Bitcoin sur le marché et qui a déjà pris la position d'annoncer qu'ils vont essayer de créer un nouveau produit qui permettra d'aller sur des altcoins, donc des plus petites crypto-monnaies, pas simplement de l'Ether et du Bitcoin, et également des coins qui pourront être en stacking, c'est-à-dire des crypto-monnaies que l'on va pouvoir immobiliser pour participer à la sécurisation de la blockchain, récupérer des intérêts, un peu comme on pourrait espérer obtenir des dividendes quand on détient des actions en bourse. Ça monte, Stanislas, effectivement, la demande institutionnelle monte sur les altcoins, dont nous parlait aussi Owen à l'instant, et le stacking, c'est en train de se prendre forme ou pas? Sur le staking, on peut le présager dans la mesure où quand on prend un pari, il y a certains asset managers qui proposent maintenant ce type de produit, c'est d'avoir une exposition au long terme, au long cours. Et quoi de mieux que d'avoir un rendement sur cette exposition plutôt que de garder la matière inerte en quelque sorte. Donc c'est vraiment une évolution naturelle dans la même mesure que les ETF spot sur Ethereum ont été validés. Derrière, on anticipe que du staking serait possible dans un second temps quand il y aura une qualification juridique. Donc oui, ça commence à monter. Les marchés traditionnels, alors ils fonctionnent tous les jours, bien sûr, depuis de très nombreuses décennies. Mais ils ne sont pas tous les jours complètement opérationnels. On a vu par exemple Berkshire Hathaway subir une perte fictive, c'était une dizaine de jours à Wall Street, de 99%. Compliqué. Heureusement, cette perte est restée fictive. Mais ça montre les limites des fonctionnements du marché traditionnel. C'est ainsi que Chainalysis a un peu fait sa promo, mais aussi rebondi sur cette actualité en expliquant que les blockchains pourraient justement, de ce point de vue, résoudre un certain nombre de problèmes techniques que connaissent encore les marchés traditionnels. Owen, effectivement, les blockchains et les marchés traditionnels ont un bel avenir commun. Pour le coup, je pense qu'il y a évidemment des outils blockchain qui viendront fournir des informations pour la bourse traditionnelle. Globalement, c'est un petit pied de nez qui est fait ici. Donc, toute petite correction, c'est pas Chainalysis, c'est Chainlink. Oula, oui, Chainlink, bien vu. Qui est un oracle, et cet oracle, en fait, fournit à la blockchain des données du monde réel. Et c'est très drôle, puisque on sait très bien que le fonds de Warren Buffett étant lui-même positionné contre les crypto-monnaies, c'est drôle de voir un acteur crypto qui fait un petit clin d'œil et qui s'adresse à ce fonds qui a été victime d'un bug technique, puisqu'ils n'ont pas perdu 99% de leur valeur. C'est un bug de leur fournisseur d'informations. Et Chainlink, étant le fournisseur d'informations de la blockchain, fait un petit clin d'œil en disant qu'il serait peut-être bien un jour de décentraliser également ces fournisseurs d'informations, de les redonder encore plus, et qu'il n'y aurait peut-être pas ce genre de bug si on utilisait des solutions blockchain. Je pense pour le coup que c'est plus un clin d'œil, mais de manière générale, c'est un mélange des deux mondes et une hybridation qui sera le plus résilient, car dans la blockchain également, il y a déjà eu des problèmes similaires sur la cotation de certains actifs numériques. Effectivement, c'est ça qui est passionnant dans l'écosystème, c'est qu'on est vraiment dans un monde de pionniers encore, et un monde d'infrastructures dont vous nous parliez l'un et l'autre, toujours en train d'émerger, et on essaie comme ça de tirer des courbes sur ce que nous offre le présent, et c'est toujours très très intéressant. Il y a à la fois de l'imaginaire, mais aussi de l'investissement, de l'argent, des paris, et c'est tout ça qu'on vit chaque semaine dans les pros des cryptos. Puis il y a parfois des gadins, des échecs et des sanctions. Terra avait fait trembler, c'était il y a moins de 2 ans, la planète crypto. L'addition est arrivée après un accord avec la SEC. Terraform Labs devra payer, Stanislas, 4,5 milliards de pénalités, et Do Kwon paiera personnellement une partie de cet argent. C'est toujours dans la vague de 2021-2022, dans ce cycle-là, il y a eu plusieurs fraudes dont Terra faisait partie, et Do Kwon, qui s'est caché un temps au Monténégro, ensuite a été, on va dire, repris par la patrouille jusqu'à ce potentiel deal qui arrive. Donc FTX, même Binance, et maintenant Do Kwon. Alors je ne fais pas une égalité dans tout ce que je viens de dire, mais c'est vraiment la fin du dernier cycle et de tous ces excès en quelque sorte. Et voilà, donc cette addition, 4,5 milliards d'amende
et une partie qui sera directement payée par Do Kwon. Dernière question, Owen, puisqu'on évoquait les élections européennes, les législatives à venir, c'était très politique en début de Pro des cryptos. On va finir à nouveau par la politique, histoire de boucler la boucle. Donald Trump, qui tente de séduire l'écosystème crypto, toujours et encore, et peut-être jusqu'au grotesque. Dans un message adressé en milieu de semaine sur son réseau social, il a de nouveau communiqué en faveur du Bitcoin et en disant qu'il faudrait que les derniers Bitcoins à émettre soient tous fabriqués aux États-Unis. Est-ce que ça vous semble grotesque ou plausible ? Totalement grotesque pour plein de raisons. Déjà, la nature de la valeur de Bitcoin tient dans sa décentralisation. Donc, si tous les blocs sont émis au même endroit par les mêmes infrastructures, ça perd de son sens. Et d'un autre côté, il a même pris la parole en disant que le dernier rempart contre les monnaies numériques de banque centrale, ce serait le fameux mining de Bitcoin. Ce qui, technique, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire concrètement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut séduire l'écosystème crypto. Là, pour le coup, que ce soit la forme ou que ce soit la façon dont ça a été émis, ça n'a pas rassuré ceux qui connaissent. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un outil, c'est une arme utilisée pour ces élections et c'est un discours qui est adopté dans le combat que sont les présidentielles aux États-Unis. Oui, et qu'on continue de suivre. Maintenant, c'est Joe Biden qui pourra accepter les dons en crypto. On a vu passer cette info cette semaine. On l'avait vu aussi il y a une quinzaine de jours pour Donald Trump. Voilà, la campagne américaine qui avance. Merci beaucoup à tous les deux, les pros des cryptos. Chaque vendredi en direct, 15h, 15h30 sur BFM Business. Rediffusion le vendredi soir, 21h30. Et bien sûr, tout au long du week-end sur notre chaîne BFM Crypto. Chacun peut s'y abonner. Merci beaucoup Stanislas Barthélémy, KPMG Finance, Owen Simonin et sa chaîne YouTube avec un H au début. Merci beaucoup Owen. C'était les pros des cryptos. Très bon week-end à tous et vous retrouverez lundi bien sûr à Maurice Tonquédec dès 15h. BFM Business, BFM Crypto, les pros.